Bonjour tout le monde, ici Éric Grenier pour cet nouvel épisode du Balado Les Chiffres avec mon ami Philippe J. Fournier. Philippe, comment ça va? C'est une grosse semaine pour toi. Énorme semaine, Éric. Bonjour tout le monde. Oui, en effet, ça a commencé à Québec, à la chefferie du PLQ. Ensuite, sondage à multiples volets, infolettres, entrevues. Et bien sûr, je termine la semaine de la meilleure façon possible, c'est-à-dire avec toi à discuter de politique et de chiffres. Donc toi, Éric, comment vas-tu ces jours-ci? Très bien. C'est une journée un peu gris ici en Gaspésie, mais même une journée gris en Gaspésie, c'est une belle journée. Donc, on va commencer avec la chefferie au Parti libéral du Québec, parce que toi, tu étais là, à Québec. Premièrement, c'était quoi le vibe? Je dirais, en fait, c'était arrivé en plusieurs temps. Le vibe dans la journée, je dirais que l'atmosphère était très positive. Plus positive que je pensais, surtout pour un parti qui a sondé très bas dans les 7 dernières années. Il y avait définitivement un regain d'enthousiasme. Et au cours de la journée, Éric, nous avons vu une certaine tension augmenter. Pas nécessairement une tension négative. Mais les membres inscrits avaient jusqu'à 15 heures pour voter par téléphone et voter en ligne. Et quand on croisait, évidemment, je me promenais sur le plancher du Palais des Congrès, le Centre des Congrès de Québec, parler aux candidats, parler à leurs équipes. Et il était 14h45 et il me disait « Excuse, on ne peut pas te parler, on fait encore des téléphones. » On essaie de rejoindre les membres qui n'ont pas encore voté. Le taux de participation a été intéressant, 70%, mais quand tu y penses, ça fait quand même presque le tiers, donc ça fait quoi? Ça fait 6000 personnes qui sont membres et qui n'ont pas voté. Ils essayaient de rejoindre les membres qui n'ont pas voté jusqu'à la dernière minute, et ça, bien sûr, ça indique que personne ne se sentait en sécurité, personne ne se sentait vraiment comme « Oh, c'est sûr que je vais gagner ». Et en effet, le résultat a été extrêmement serré, pas en termes de suffrage, mais en termes de points. Alors, je te dirais que pour le résultat, pas vraiment de surprise. M. Pablo Rodriguez, qui était perçu comme le favori, a remporté la chefferie. Mais le deuxième tour, Charles Milliard a accumulé beaucoup de points de deuxième tour. Et donc, au final, 52,3% pour M. Rodriguez, 47,7% pour Charles Milliard. Donc, ça veut dire qu'au deuxième tour, Charles Milliard a accumulé 59% des points disponibles. Il avait besoin de 66. Donc, tes commentaires, tes impressions de ces résultats, Éric, j'imagine que tu as suivi ça le week-end dernier. Qu'est-ce que tu en retires? C'est intéressant que la course pour la deuxième place était assez serrée. Et parce que le Parti libéral utilise un système où c'est juste les deux meneurs qui va le deuxième et le tour final, c'est intéressant que c'était pas vraiment un marge énorme entre Milliard et Blackburn. Je ne sais pas si les résultats auraient été différents si c'était Blackburn en deuxième place par quelques points. Probablement, peut-être... Je sais pas, peut-être il y avait plus d'appui pour M. Rodriguez parmi les électeurs de M. Milliard. Mais est-ce qu'il y avait une réaction après le premier tour? Oh oui, c'était immense. Je veux dire, on s'attendait à ce que M. Bélanger et M. Roy ne récoltent que des miettes. Donc, sans offense ou sans insulte à ces deux messieurs, tout le monde savait qu'ils n'étaient pas compétitifs. Ils ont reçu respectivement, je pense, 3,8% et 1% des points. Donc ça, c'était connu. Mais de la façon que ça a été présenté sur le plancher du Centre des Congrès, c'est qu'ils, bien sûr, ils ont voulu faire un petit build-up et ils disaient le nombre de points et de pourcentage suivi du nom. Alors, quand ils ont annoncé avec 27,4%, 104 000 points. Carl Blackburn en troisième place. L'équipe de Charles Milliard, qui était nombreuse sur le plancher du Centre des Congrès, s'est exclamé, esclaffé, ça célébrait, ça fêtait. Et ensuite, quand on a annoncé que Pablo Rodriguez, bien sûr, avait gagné le premier tour, mais seulement 39% des points.
Et au cours de la journée, Eric, et je pense que tu en as discuté de ça, tu as fait beaucoup de recherches sur ces votes préférentiels lors de courses à la chefferie. Un candidat qui est en tête, mais qui n'a pas 40% au premier tour, la victoire n'est pas assurée, avec 41-42%. Et moi, j'avais passé la journée à faire des entrevues, et on me demandait, côté chiffres, une analyse purement chiffrée, c'est quoi le seuil? Et moi, j'avais dit, si M. Rodriguez est au-dessus de 40%, au premier tour, il va probablement gagner. En dessous de ça, c'est difficile. Et il y a eu 39. Et finalement, comme j'ai dit, 52% des points. Mais pour M. Milliard, je pense que l'histoire qui va suivre, le dénouement qui va suivre au Parti libéral du Québec, ça aurait été très différent s'il s'était fait défoncer au deuxième tour. Quelque chose comme 65-35. Je pense que il n'aurait pas beaucoup, je ne veux pas dire de futur en politique, c'est pas ça que je dis, mais son aura n'aurait pas brillé autant. Mais le fait qu'un pur inconnu il y a un an, Charles Milliard, ait remporté 48% des points contre un vétéran de la politique, un ancien ministre du cabinet fédéral, ancien lieutenant du Québec du Parti libéral du Canada, et que finalement, c'est ça, 52-48. Donc, Charles Milliard, selon moi, est maintenant un incontournable pour le Parti libéral du Québec et il va définitivement faire partie du futur de ce parti s'il désire persévérer. Et il va se présenter dans Orford. Apparemment. On verra si ça va fonctionner ou non pour lui. C'est un bon comté, historiquement, pour le Parti libéral. Oui, pour les libéraux, historiquement, mais dans les récentes élections, c'était assez difficile. Mais peut-être ça va changer dans les prochaines élections. Oui. Bon, on a un chef au Parti libéral maintenant. Enfin. Et on a des nouveaux chiffres. Pour savoir s'il y avait un effet Rodriguez. Et le résultat? Donc, ensuite, à la victoire de M. Rodriguez, à la chefferie, j'ai commandé un sondage de Palace Data, Joseph Angolano, le sondeur torontois, qui sonde au Québec depuis maintenant plus de 2 ans. Alors, les résultats. Pardon, les résultats. Au niveau national au Québec, 31% pour le Parti québécois, donc des chiffres stables pour le PQ. 26% pour le Parti libéral, deuxième place, à 5 points du PQ. Je crois que l'histoire de ce sondage, ce n'est pas autant que le Parti libéral ait grimpé quelque peu, mais c'est vraiment la CAQ, Coalition Avenir Québec, 15% seulement dans ce sondage. 14% conservateurs, 12% Québec solidaire. PQ, conservateur, Québec solidaire, les chiffres ont bougé dans la marge d'erreur. Pour les libéraux, plus 4 au niveau national et plus 5 chez les francophones. La CAQ, moins 5 au niveau national et moins 7 chez les francophones par rapport au sondage précédent de Palace, le sondage québécois qui a été conduit en mars avant l'élection fédérale. Éric, tes impressions par rapport à ces chiffres? On attendait qu'avec Rodriguez comme chef, il va avoir des meilleurs chiffres pour les libéraux parce qu'on a vu des sondages hypothétiques qui étaient faits avant le résultat qui indiquaient que ça va être beaucoup plus serré entre les deux partis avec Rodriguez comme chef du Parti libéral. De voir les chiffres pour la CAQ, 15%, c'est pas beaucoup, mais c'est aussi un chiffre qui est désastreux pour la CAQ parce qu'on voit parmi les francophones, les non-francophones, à Montréal, à Québec, dans la région, il n'y a pas beaucoup de différence entre les chiffres pour la CAQ. Leur meilleur score, c'était 17% dans les régions. Le pire, c'était 11% sur l'île de Montréal. Ça indique qu'il n'y a pas vraiment une concentration du vote pour la CAQ. Et avec le système électoral qui est en place au Québec, c'est catastrophique pour la CAQ. Ça va être très difficile pour eux de gagner un seul siège avec des chiffres comme ça. Mais de voir aussi que 31% pour le Parti québécois, parce que c'est le Parti libéral qui est en deuxième place avec 26%, ça donne une majorité assez facilement. C'est une avance de 19 points parmi les francophones. Exact. Et c'est les libéraux en deuxième place qui était quelque chose ça c'est nouveau. Oui. Mais quand même, c'est un gouvernement majoritaire
avec des chiffres comme ça, avec seulement 31% du vote. Tel est notre mode de scrutin. Je veux dire, notre mode de scrutin, je sais qu'il y a des gens qui le détestent. Moi, je le déteste pas, mais j'admets qu'il n'est pas fait pour un système à 5 parties. Oui, c'est ça. C'est fait pour un système à 2,5 ou 3 parties. Lorsqu'on a 5 parties qui sont, je ne vais pas dire compétitifs pour la victoire, mais qui ont, je veux dire, la première place a 31%, la 5e place a 12%. C'est quand même serré. Et en effet, il y va y avoir beaucoup de votes qui vont être battus et qui ne se traduiront pas en sièges. Et je suis content que tu en parles parce que, bon, bien sûr, j'ai fait ma mise à jour. Là, on ne va pas sauter des étapes, on a d'autres choses à discuter, mais j'ai quand même fait ma mise à jour sur Québec 125 à la suite de ce sondage. Ce n'est pas basé uniquement sur le sondage Palace, mais sur la moyenne pondérée des sondages dans le temps. Et bien sûr, j'ai utilisé les chiffres de Léger au mois de mai. Et en effet, j'ai une moyenne de 0 siège pour la CAQ. J'ai aucun siège pour la CAQ. Ils sont compétitifs dans quelques sièges. L'intervalle de confiance va jusqu'à 6 sièges. Et donc, c'est pas que la CAQ gagnerait aucun siège, mais le scénario le plus probable, avec de tels chiffres, 3e chez les francophones, 4e à Montréal, 4e à Québec, 3e à Montréal. Je veux dire, il n'y a pas, comme tu as dit, de bastion solide. La CAQ a gagné grâce à notre mode de scrutin et pourrait être effacée de la carte à cause de notre mode de scrutin. Et donc, et aussi, on ne peut pas passer à côté. Le deuxième volet du sondage, c'était les taux d'appréciation des chefs. Ouais. Et à la suite à notre discussion de mardi en anglais, dans notre balado de Numbers, j'ai fait un petit peu de recherche moi aussi. Donc, l'appréciation des chefs. Avez-vous une impression favorable ou défavorable des chefs suivants? François Legault, 71% défavorable, dont 50% de très défavorable. Seulement 15% de favorables. Et le 15%, bien sûr, ça égalise les intentions de vote pour la CAQ dans ce sondage. Donc ça, c'est un différentiel de moins 56. L'exemple que tu m'avais donné, peut-être, la fin de Kathleen Wynne en Ontario. En 2018, on sait que, bien sûr, les libéraux ontariens ont gagné 4 élections de suite, ont été au pouvoir pendant 15 ans en Ontario, mais quand ils ont perdu avec panache, et ils ne sont toujours pas relevés de ça. Mais Kathleen Wynne, à la fin, n'avait pas des moins 56. J'ai pris le temps de regarder des sondages de Forum Research, de Angus Reid, de Abacus, et dans des questions similaires, c'était des moins 35, moins 40. Et je pense que j'ai vu un moins 45 une fois. Ça, c'est moins 56. C'est pas bon. En fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est historiquement horrible comme taux d'appréciation. Et comment est-ce qu'un chef qui est si peu apprécié et maintenant si peu écouté est lui-même capable de reprendre les rênes d'un parti pour le remonter alors qu'il amorce bientôt sa 8e année au pouvoir? On ne veut pas être déterministe ici, mais les chances que M. Legault puisse redresser la CAQ à temps pour les élections de l'an prochain commencent à être très faibles. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ça lui donne le goût de se battre. De se battre, oui. Et ça va être quelle bataille, mais oui, c'est des chiffres. Si je regarde des chiffres comme ça, le dernier chef que je pourrais penser qu'il y avait des chiffres comme ça, c'était Brian Mulroney en 1992-93. Wow. Et ça, c'est comme des records. C'est les pires scores pour un premier ministre au niveau canadien. Il y avait aussi Greg Selinger à Manitoba en 2013, je crois, où il y avait beaucoup de difficultés pour lui. Et dans les prochaines élections, les néo-démocrates étaient battus par les conservateurs. C'est presque impossible pour la CAQ. Avec Legault, avec 71% défavorables, 15% favorables, c'est juste presque impossible pour la CAQ de remonter et même d'être compétitif. Oui, c'est possible d'avoir un bond de 5 points ou peut-être même 10 si les autres partis, peut-être Rodriguez ne performent pas assez bien. Mais c'est juste, j'ai jamais vu un chef qui était si impopulaire, qui était capable
d'être réélu dans les prochaines élections. Donc. Les gens n'ont pas tendance à... Et c'est pour ça qu'on utilise les taux d'appréciation des chefs. Nos discours, nos reportages politiques sont tellement centrés sur les chefs que lorsqu'on a les intentions de vote, ça c'est un indicateur. Et lorsqu'on regarde l'appréciation des chefs, c'est un autre indicateur. Généralement, ils vont de pair, mais ça nous aide à déterminer un plafond et un plancher pour chacun. Et pour ceux qui pourraient dire, oui, mais c'est juste un sondage. Non, ça c'est la 4e fois que Pallas pose exactement la même question. Donc, même sondeur, même méthodologie, même questionnaire. Et en juin 2024, donc il y a un an, avez-vous une impression favorable ou défavorable de François Legault? C'était 60% défavorable, 23% favorable, donc moins 37. Donc les défavorables ont augmenté de 11 points, ça c'est bien au-delà de la marge d'erreur. Et les favorables sont passés de 23 jusqu'à 15. Donc ça c'est une perte de 8 points. Encore une fois, au-delà de la marge d'erreur. Et la dernière année pour la CAQ, je veux dire, encore une fois, on parle de perception du public. Moi, je ne suis pas un expert de politique publique, mais il y a eu bien sûr un mini-scandale avec sa clique, la SAQ, et toutes sortes d'histoires, les coupures en éducation qui sont annoncées, le déficit record pour une 2e année consécutive. Je ne vois pas ce que la CAQ pourrait faire pour redresser la barre en un an. Sauf que, bien sûr, on vient de voir, Éric, les libéraux fédéraux changer tout le discours. Évidemment, ils ont changé de chef, on s'entend. Oui. Sauf que des précédents, encore une fois, le précédent d'un parti qui va très mal, qui est au pouvoir depuis longtemps, qui change de chef et qui gagne, sont très, très rares. Je veux dire, Carney vient de le faire au niveau fédéral, mais les exemples, les précédents sont extrêmement rares. Fait que, ouais, c'est pas rose. Les chiffres sont mauvais pour la CAQ et pour François Legault. Pour les libéraux et pour le Parti québécois, est-ce que les chiffres sont... les chiffres sont des bons chiffres ou est-ce que c'est seulement parce que la CAQ va si mal que ça a l'air que c'est bon pour les deux autres partis? Parce qu'on voit que le taux de... favorabilité de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est 38%, mais c'est 40% qui disent qu'ils ont une impression défavorable du chef péquiste. Pour Rodriguez, c'est 26% favorable, 36% défavorable. Exact. C'est pas exactement des chiffres incroyables. Je pense que c'est important de le dire, tous les chefs de parti au Québec, les 5, sont plus perçus défavorablement que favorablement. Ils sont tous dans le rouge. Le mieux perçu, c'est bel et bien Paul Saint-Pierre Plamondon. Comme tu l'as dit, 38 favorables, 40 défavorables. Donc ça, c'est moins 2. Donc on peut parler d'un taux d'appréciation presque neutre. Sauf que M. Saint-Pierre Plamondon était à plus 17 en septembre. Et donc, je dirais que le chef du PQ est un peu revenu sur terre maintenant. Il flottait un peu sur un nuage. Mais c'est important de le dire, au cours de cette période, même si le chef du Parti québécois est maintenant... Les opinions sont plus polarisées. Les intentions de vote n'ont pas bougé pour le PQ. 32, 31, 34, 33. Alors, est-ce que c'est un bon résultat ou est-ce que c'est juste la CAQ qui chute? C'est une bonne question, Éric, mais je te répondrai ceci. Est-ce que la CAQ a vraiment gagné en 2018 ou est-ce que l'opposition à la CAQ était tellement divisée et fatiguée? Je veux dire, je pense que ça fait partie du cycle politique. Le Parti québécois doit se réjouir de conserver la première place, mais être en première place pendant tellement longtemps, avant une élection, fait que tu es la cible de tes adversaires, la cible de plus d'attention médiatique, bien sûr. Et on a juste à regarder ce qui est arrivé à Pierre Poilievre, qui dominait par des marges bien plus importantes que ce que le PQ mène dans les sondages au Québec. Et ils l'ont échappé parce que le chef était, entre autres, parce que le chef était vraiment mal perçu de l'électorat. Attention, M. Plamondon n'a pas les chiffres de M. Poilievre. Il est beaucoup plus apprécié que M. Poilievre. Sauf que ça va être intéressant de suivre cette progression-là. Et pour M. Rodriguez, tu as dit 26 favorables, 36 défavorables, donc moins 10. Son bagage fédéral, bien sûr, va être un enjeu ici. Mais il y a beaucoup d'opinions neutres envers M. Rodriguez. On se souvient des sondages à propos
des ministres du cabinet de Justin Trudeau, bien des gens ne connaissent pas ces gens-là. Et donc, bien des gens au Québec ne connaissent pas Pablo Rodriguez. Et ils vont apprendre à le connaître. Ça pourrait tomber des deux côtés. Il pourrait être plus apprécié, il pourrait aussi être beaucoup moins apprécié. Donc voilà. Est-ce que tu voulais dire un mot sur Éric Duhem? Ben, si les chiffres sont pas bons pour François Legault, ils sont pas beaucoup meilleurs beaucoup mieux pour Éric Duhem. 19% favorable, 63% défavorable. Et ça, c'est un chef d'un parti d'opposition qui n'est même pas dans l'Assemblée nationale. C'est pas comme il y a un raccord gouvernemental qui les gens n'aiment pas. Ça, c'est un problème. Ça donne un plafond assez bas pour les conservateurs, qui sont à 14% dans ce sondage, qui est les mêmes chiffres qu'on a vus depuis vraiment les dernières élections. Oui. Mais ils sont à 30% à Québec. Oui. Un point derrière le PQ. Et on sait que probablement, l'appui pour le PQ est concentré dans le centre-ville, peut-être, de Québec comme tel. Et l'appui pour les conservateurs, ça va être dans les banlieues, ça va être à Lévis, à Bellechasse. Donc, alors, ça pourrait donner beaucoup de sièges pour les conservateurs dans la capitale, dans la région. Mm-hmm. Donc, même si M. Duhem n'est pas populaire, il est assez populaire dans un coin du Québec pour que les conservateurs pourraient gagner plus de sièges que, bien sûr, la CAQ. Oui. Et peut-être Québec solidaire aussi. Le Parti conservateur et Éric Duhem sont en train de faire dans la grande région de Québec ce que Québec solidaire a fait à Montréal en 2018. C'est-à-dire concentrer leurs efforts dans quelques circonscriptions. Et bien sûr, bon, Québec solidaire, ça va pas très bien aujourd'hui, mais en 2018, ils ont grimpé à 10 sièges et l'avenir était prometteur. Alors, pour M. Duhem et les conservateurs, donc, encore une fois, les taux d'appréciation, 63 défavorables, 19 favorables. Ce qui est incroyable dans ces chiffres-là, c'est qu'encore une fois, c'est la 4e fois que Palace pose cette question-ci sur un an. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé du tout. Donc, les taux défavorables pour M. Duhem en juin 2024, 62%. En septembre, 64%. En mars, 60%. Et là, 63%. Donc, les opinions à propos de M. Duhem sont déjà faites au Québec. C'est intéressant de voir que son taux d'appréciation est plus élevé que son parti. Donc, on voit dans ces chiffres-là 19% de favorables, un peu plus élevé que le 14% que le PCQ récolte. Donc, je suis d'accord avec toi. Pour les conservateurs, c'est une épine dans le pied de la CAQ parce que plusieurs de ces électeurs-là, c'est des anciens adéquistes, ce sont des vrais conservateurs qui se disent de droite, dont la CAQ avait remporté le vote en 2018, en a échappé quelques-uns, plusieurs d'entre eux en 2022, et ils ne semblent pas revenir au bercail. Et ils n'ont nulle part où aller. Ces conservateurs-là n'ont pas d'autres partis où aller. Sauf s'ils sont souverainistes, ils n'iront pas au Parti québécois. Et peut-être qu'ils auraient pu être intéressés par le Parti libéral, mais j'ai comme l'impression qu'un ancien ministre de Justin Trudeau n'est soudainement pas si attirant pour les électeurs conservateurs au Québec. Donc, ça va être à surveiller. Il y a un plafond très bas pour le PCQ, mais le plancher est en train de monter. Oui. Et là, on regarde, moi, dans ma mise à jour de projection, j'ai 8 sièges pour le PCQ. Est-ce qu'ils vont être capables de convertir ces votes-là en 8 sièges? Peut-être pas. Je ne sais pas de quoi a l'air la machine électorale du PCQ. Mais même s'ils en gagnaient 6, il n'y a pas eu d'élus conservateurs à l'Assemblée nationale depuis 1935. Donc, ça serait quand même un exploit. Je veux dire, c'est incroyable. La dernière fois qu'un élu de l'Assemblée nationale avait la bannière conservatrice, c'était le parti de Maurice Duplessis en 1935. Donc, 90 ans. Au moins un qui était élu. Il n'y avait pas... Sous la bannière conservatrice? Il n'y avait pas un député qui était à l'Assemblée nationale, c'était un ancien caquiste. Oui, mais il n'a pas été... C'était un transfuge, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est quoi son nom, madame la députée d'Iberville? J'oublie son nom, mais en effet, elle n'a pas été élue sous la bannière conservatrice. Oui, OK. Un petit mot sur Québec solidaire. C'est des chiffres assez corrects pour Québec solidaire sur l'île de Montréal, 24%. Oui. À deuxième place, vraiment, c'est une égalité avec eux et entre eux et le Parti québécois.
Mais au moins, l'appui pour Québec solidaire, c'est solide sur l'île de Montréal. C'est solide, mais ça ne sortirait pas de l'île de Montréal. Avec les chiffres que l'on voit, on oublie les 2 sièges à Québec pour Québec solidaire. Et bien sûr, il y a eu la nouvelle de Christine Labrie, la députée populaire de Sherbrooke pour Québec solidaire. Et je dis populaire, elle a remporté contre vents et marées en 2022 une réélection. Ça va être très difficile pour Québec solidaire. Mais en effet, il y a des bastions montréalais qui semblent inébranlables. Donc, reste à voir si ça va se maintenir. Philippe, on avait aussi un nouveau sondage de Segment Recherche qui était commandé par le Parti québécois, exact, qui est toujours quelque chose de garder en tête. Mais c'était dans le comté d'Arthabasca, qui va avoir une élection partielle dans les prochaines semaines, mois. C'est quoi la date limite? La date limite, c'est la mi-septembre pour annoncer l'élection, mi-octobre pour la tenir, mais ça risque d'être au cours de l'été. Oui. OK. Donc, c'est un sondage péquiste, il faut dire ça. Mais quand même, c'est 42% pour le Parti québécois, 41% pour le Parti conservateur. En troisième place, les libéraux, 9%. En quatrième place, Québec solidaire à 4%. Et en cinquième place, incroyable, 3%, la CAQ. C'est un baisse de 49 points par rapport à les résultats en 2022 en Arthabasca pour la CAQ. Qu'est-ce que tu penses de ce sondage? Bien, plusieurs choses. D'abord, que c'est une course entre le PQ et le PCQ. C'est ce qu'on projette présentement. Et je pense que, tu n'as pas de projection active au Québec, mais tu suis les chiffres et en effet, considérant que la CAQ a perdu plus de la moitié de ses appuis, ne devrait plus être compétitive dans Arthabasca. Mais le fait que la CAQ soit si basse, c'est un effondrement complet de la CAQ dans une circonscription où la CAQ a remporté plus de 50% du vote lors des 2 dernières élections. Je pense même qu'en 2018, c'était 60% du vote. Ça nous indique en effet que peut-être qu'on est en train de manquer, peut-être qu'on surestime la CAQ. Cependant, je vais dire ceci, et bien sûr, je veux avoir tes impressions. Lorsqu'un parti politique coule un sondage interne, c'est généralement parce que ce sondage-là est favorable au parti, ou c'est pour parfois remettre les pendules à l'heure parce que des gens comme moi et comme toi ont une projection qui est erronée. Donc ils disent non, nous on a un vrai sondage, tes chiffres fourniers sont pas bons. J'ai présentement une égalité statistique dans Arthabasca. Donc, mes chiffres, ils sont un peu trop bas. J'avais pas la CAQ à 3%, bien sûr. Donc, j'ai le PQ et le PCQ un peu plus bas que ce sondage. Mais je les ai tout de même à égalité. Pourquoi est-ce que le PQ coulerait un tel sondage? C'était drôle de voir... d'ailleurs, c'était drôle de voir, je sais pas, c'était pas la une, mais l'article du Journal de Montréal. Le PQ en avance dans Arthabasca. Oui, un peu. Oh, mon Dieu. Et ça me rappelle... C'est un sondage de 400 répondants. Marge d'erreur de 5%. Et même ça, c'est l'électorat qui n'est pas indécis. Là. C'est probablement un échantillon de 300 personnes qui... Ma première réaction, c'était que le Parti québécois veut passer le message que c'est un course entre eux et les conservateurs. C'était ça ma réaction. Les chiffres étaient presque parfaits pour où on est juste avant, c'est serré, il faut voter pour nous si tu veux pas Éric Duhaime. Ouais. Je doute pas que le segment recherche fait du bon travail, mais je pense que le PQ a aimé de couler des chiffres comme ça. Parce Bien que sûr. ça fait le message pour le Parti québécois que c'est entre eux et les conservateurs. Qu'est-ce que tu penses? Monsieur Duhaime, en 2022, s'est présenté dans Chauveau, juste à l'extérieur de Québec. Et lorsqu'on compare les chiffres dans Chauveau avec les chiffres du reste de la région de Québec, on voit clair, c'est noir sur blanc, on voit les résultats. Il y a eu un effet anti-Duhaime. Il y a eu un effet, excusez-moi l'anglicisme, anybody but Duhaime. Et le député de Chauveau, le caquiste qui a remporté, son nom c'est Sylvain Lévesque,
Un gentil monsieur, j'en suis sûr, mais rien d'extraordinaire. Il n'y avait pas d'affaire à gagner par une aussi grande marge. Il y a eu un mouvement des électeurs des autres partis qui se sont dit « Je vais me pincer le nez et voter pour le parti qui peut battre Duhem », et c'était dans ce cas-ci la CAQ. Je pense qu'il pourrait y avoir un effet similaire. Éric Duhem a des bons chiffres dans la circonscription, mais il est aussi, comme on a vu dans les taux d'appréciation, il est aussi très polarisant. Alors, je ne serais pas surpris de voir des chiffres où que les autres partis s'effondrent complètement. Les libéraux, la CAQ, QS, et qu'on voit un mouvement de gens qui se disent « Je suis pas souverainiste, je suis pas péquiste, mais au moins le PQ peut battre Éric Duhem. » Ça pourrait arriver. Mais 41% pour les conservateurs dans Arthabasca, c'est quand même énorme, on doit le dire. Ils avaient eu 25% du vote dans la circonscription. Donc, j'ai bien hâte de voir. J'ai pris le temps de parler aux gens de d'autres partis à propos de ce sondage-là. Et même si tout le monde s'entendait que la CAQ à 3%, c'est peut-être exagéré, le portrait est le bon. Segma semble être un certain... il y a un certain consensus qui ressemble aux chiffres de Segma. Alors, ça risque d'être bien intéressant. Mais évidemment, si tu es François Legault et que tu as jusqu'à la mi-septembre pour déclencher l'élection partielle et tu vois que ta formation politique est à 3%, ou peut-être que c'est plus 5 ou 6 ou 7 ou peu importe, qu'est-ce que tu fais, Éric? Est-ce que tu... Je veux dire, je m'arrangerais pas, je l'aurais déjà déclenché pour avoir ça dans les vacances de la construction à la fin juillet, quand tous les journalistes sont en vacances ou presque, pour que ça passe sous le radar. Parce que si tu attends quand les gens reviennent à l'école et au travail et en prime time en septembre, ça va juste t'éclater dans la figure, non? Oui, et juste avant le retour de l'Assemblée nationale. Donc, si c'était moi, le 15 juillet ou quelque chose. Probablement c'est trop tard, mais peut-être quelque chose autour de le 1er août, où tout le monde va être en vacances, parce que ça va pas être un résultat qui est prometteur pour la CAQ. Il veut avoir des excuses. Oui, exact. Éric, tu es un stratège pour le PLQ. OK? Et dans ce scénario, tu regardes et tu dis, est-ce que je veux que le Parti québécois remporte Athabasca ou est-ce que je préfère que les conservateurs remportent Athabasca? Parce que d'un côté, si le PQ perd Athabasca, il va avoir un effet genre « Oh, le PQ n'a pas autant de momentum que l'on pense. » Il y a un aura d'invincibilité autour du Parti québécois qui a remporté Jean Talon, qui a remporté Terrebonne, qui mène dans les sondages. Mais en même temps, chez les conservateurs d'Éric Duhem, tu as peut-être quelques électeurs que tu pourrais aller chercher pour la part des libéraux. Pas un gros morceau, mais je ne sais pas qu'est-ce que les autres partis préfèrent. Je pense que pour les libéraux, ils préfèrent que c'est le Parti québécois qui a du momentum parce que ça indique que c'est une vieille bataille entre les péquistes et les libéraux, les fédéralistes et souverainistes. Je pense que c'est mieux pour le Parti libéral que d'avoir un montée pour les conservateurs qui est un peu compliqué pour les libéraux parce que c'est un autre parti fédéraliste. Si les libéraux veulent faire des gains à Québec, peut-être ça aide pas si les conservateurs sont en hausse. Donc, oui, je crois que pour les libéraux, ils voudraient que c'est les péquistes qui gagnent en Arthabasca. Mais pour Québec solidaire, probablement c'est mieux que c'est les conservateurs. Pour enlever le momentum du PQ. Oui, pour dire que le PQ n'est pas capable de battre les conservateurs. Si tu veux pas que les conservateurs aient plus de place à l'Assemblée nationale, il faut avoir un parti de gauche, etc. Mais je pense que leur capacité d'influencer le résultat est assez minime. Je suis d'accord avec toi pour les libéraux. Les libéraux, ça leur dérange pas du tout que le PQ gagne ce comté-là. Je pense que Québec solidaire, ils ont d'autres problèmes présentement. Ils ont d'autres soucis qui sont plus urgents, mettons. Mais intéressant. OK, je pense que ça va être tout pour cette semaine. C'était une semaine assez mouvementée pour toi, Philippe. Et donc, il faut prendre un peu de repos
dans la fin de semaine qui s'en vient. Mais merci encore, Philippe. On va parler dans quelques semaines. On verra. Absolument. Peut-être il va y avoir une élection partielle. Peut-être il va y avoir quelques sondages. On attend le prochain sondage léger. Il va y avoir des choses à discuter cet été. Absolument. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, tout le monde. Merci pour votre appui. Et on se parle très bientôt. Si vous voulez devenir membre du balado, www.leschiffres.ca. Merci beaucoup.